tous. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'écouter Delphine Salor. Elle va parler de propriétés qualitatives pour certaines EDP issues de neurosciences. Merci Valéria et merci beaucoup pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de propriétés qualitatives pour certaines EDP issues de neurosciences. Donc c'est un travail auquel je m'intéresse depuis une bonne dizaine d'années avec mes collaborateurs, dont les noms sont indiqués ici. Un des objectifs majeurs que l'on s'est fixé, c'est de comprendre le plus finement possible les propriétés qualitatives de ces EDP, dans le but d'essayer de voir dans quelle mesure ces propriétés vont refléter les observations qu'on peut voir, par exemple chez les groupes alimentaires aussi la biologie. Pour mener ces travaux, on a choisi plusieurs types de modélisation et donc en conséquence, on a travaillé sur plusieurs EDP différents. Alors aussi dans cet exposé, pour faire un catalogue d'EDP, présenter un peu les EDP qu'on a étudiés. Je vais d'abord faire une présentation assez générale sur les questions qu'on se pose et avec certains résultats, sans donner explicitement la forme des équations. Et ensuite, je vais me focaliser sur un exemple d'équation qu'on regarde en ce moment, notamment avec Swandu et Didier-Smith. Et justement, qui a l'avantage d'être une équation, en tout cas dans sa forme la plus basique, linéaire, avec encore des problèmes ouverts. Et pourtant des preuves, dans certains cas, des preuves relativement simples et nouvelles. Cette équation pour la détailler plus en détail, pour avoir des preuves, pour faire uniquement des preuves essentiellement autocontenues. Alors, ah oui, voilà. Alors, j'ai commencé par une introduction générale. Donc, le contexte, on essaie de modéliser la dynamique de réseau de neurones et de comprendre comment émergent les dynamiques collectives dans un réseau de neurones. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dynamique collective? Donc, ici, il y a plusieurs exemples. Alors, une première question, c'est essayer de comprendre comment les neurones peuvent se synchroniser entre eux, avoir des recharges d'activité rythmique, ce qui se traduit mathématiquement par des solutions périodiques ou éventuellement des motifs plus complexes. Et l'avantage de ce type de question est qu'on peut se passer d'espace. Alors, bien sûr, on peut mettre l'espace, mais on n'est pas obligé. Et donc, nous, comme on est un formaliste de DP, on va essayer de ne pas mettre, en tout cas dans les formes les plus simples, l'espace. Un deuxième exemple, donc je l'ai fait ici avec illustré par cette image, c'est le cas de propagation d'ondes, par exemple, qu'on peut observer dans le cerveau. Donc, si c'est dans le cas de la migraine, lors des auras, enfin en tout cas certaines auras migraineuses, on observe comme une propagation donc d'une activité. Au début, les neurones vont s'activer de façon un peu anormale, puis vont s'arrêter assez vite, une onde comme ça, et suivi d'une deuxième onde qui va à la même vitesse. Tous les neurones vont laisser l'activité, mais là, ils vont rester dans une activité plus faible pendant quelques dizaines de minutes, ce qui correspond aux autres. Voilà, et bien sûr, pour ici, ce contexte-là, on est obligé d'intégrer l'espace dans la mobilisation. Alors, juste en termes de référence, à peu près tout ce que un survey de Carillo et Pierre Roux, qui ont fait un petit peu tout ce qui a été fait jusqu'en 2024, en tout cas pour le point 1, en ce qui concerne le formalisme avec des EDP. Alors, donc, comment est-ce qu'on va s'extraire de l'espace? Donc, comme vous pouvez vous imaginer, on va effectuer des hypothèses sur notre réseau. On va supposer que toutes les connexions sont homogènes entre les neurones. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va supposer que chaque neurone va percevoir l'activité moyenne du réseau. Ce qui veut dire que, en fait, le réseau de neurones va être vu comme une seule unité qui va interagir avec lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas l'espace dans nos modèles. Alors, quelle est la dynamique attendue? Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, si on se passe dans le cas linéaire, c'est-à-dire dans le cas où les neurones ne sont pas interconnectés entre eux, ou dans le cas presque linéaire, qui veut dire que les neurones sont interconnectés, mais de façon suffisamment faible pour que ce qui se passe soit essentiellement pas très différent du cas sans interconnexion. Donc là, on va s'attendre à un retour vers l'équilibre. Et là, il va commencer à avoir des dynamiques plus complexes, ou en tout cas potentiellement plus complexes.
c'est lorsque on va supposer que les neurones vont être très sensibles à l'activité globale du réseau, ce qui correspond à des non-linéarités plus fortes. Et dans ce cas, on peut voir l'apparition de dynamiques complexes, comme des solutions périodiques, ou alors d'autres dynamiques qui ne sont pas périodiques, mais qui ne sont pas de convergence vers un état stationnaire. Alors, donc maintenant, concernant les choix de modélisation, donc, ce qui est bien dans cette thématique, hein, c'est qu'on a un spectre de choix de modélisation qui est très grand, et donc un spectre de problèmes aussi qui est assez grand. Et en fonction du choix de modélisation, donc là, le niveau de difficulté pour répondre à la même question va varier fortement. Et des fois, même dans le cas linéaire, en fait, la question de convergence vers un état stationnaire n'est pas claire. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, hein, même si évidemment c'est vrai, mais voilà, dans le contexte plus général, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, en termes de modélisation, donc évidemment, il y a beaucoup de ramifications, mais si on veut scinder la modélisation en deux grands groupes, on a essentiellement deux approches. La première approche qu'on peut faire, c'est de se dire, bon, on va regarder ce qui se passe au niveau du neurone. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que le neurone va décharger. Et la première approche, c'est de dire, on va regarder le détail de ce qui se passe à l'intérieur du neurone. On va essayer de modéliser ce qui se passe à l'intérieur. Donc, par exemple, le potentiel de membrane, la conductance. Et grâce à ça, on va en déduire les décharges de neurones et voilà, et déduire l'activité de notre réseau. Donc, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est une approche où on dit, bon, bah, finalement, ce qui se passe à l'intérieur du neurone, ça nous est égal. Ce qui va nous intéresser, c'est quand est-ce que le neurone décharge. Et donc là, au lieu de faire une modélisation, on regarde précisément ce qui se passe à l'intérieur, on va essayer de modéliser par exemple directement le taux de décharge ou la fréquence de décharge des neurones. Et dans le cadre de nos travaux, on a utilisé ces deux approches pour faire notre étude. Alors, donc concernant l'état de l'art, donc je vais commencer par les équations que je ne vais pas présenter aujourd'hui, enfin en tout cas dans les détails de la structure, oui. Est-ce que tu nous permets de poser une question? Oui, oui. Tu as parlé de neurones, c'est des neurones vrais. Donc, par exemple, les neurones qui sont dans notre cerveau, tu as parlé de décharge. Oui. Quel est le temps de ces décharges pour les neurones que nous avons, nous, par exemple? Je sais pas, c'est quelque chose qui est connu pour la personne. Bien sûr, probablement, mais l'ordre de grandeur, en fait. Bah, c'est de l'ordre de millisecondes. Ah, millisecondes, non, mais je sais pas, pour moi, c'était pas du tout évident. Millisecondes, d'accord. Après, bah, ça dépend. Il y a des neurones qui déchargent à certains moments, d'autres qui déchargent, mais l'activité. Il y a des gens. Non, mais c'est que tout n'est pas. Enfin, si on regarde dans sa globalité, tous les neurones ne vont pas décharger. Non, mais l'ordre de grandeur. Voilà. Donc, si on regarde un neurone et puis voilà, c'est une stimulation, puis après on active le potentiel de membrane, c'est de l'ordre de millisecondes en fait. Alors, donc concernant l'état de l'art qu'on a essentiellement dans lequel de se servir. Alors, ici, donc ça fait l'objet de plusieurs études depuis une bonne quinzaine d'années. Ce qui est assez intéressant, c'est que à la fois les probabilistes et les EDPistes se sont intéressés aux mêmes équations, donc on a vraiment les deux visions pour ce type d'équation. Alors, mais les deux grandes classes d'équations qui sont étudiées dans ce cadre-là, donc c'est lorsque l'on regarde la dynamique interne, ça va être des équations. Donc ici, la variable pertinente et le potentiel de membrane. Donc on va obtenir des équations de Fokker-Planck avec une condition de Dirichlet et un terme source qui va être calculé via la dérivée au bord. Et lorsqu'on regarde des formalismes de fréquence de décharge, donc il y a plein d'exemples, mais l'exemple qu'on a pas mal regardé, c'est des modèles de type renouvellement, time elapse, où le neurone, on suppose que le neurone est uniquement décrit à travers le temps écoulé depuis sa dernière décharge. Voilà, donc là, ici, le modèle de base est très simple, hein, parce que c'est une équation de transport. Et là, le modèle de base linéaire, c'est une équation de Fokker-Planck. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a, donc sans rentrer dans le détail de la formule exacte, qu'est-ce qu'on a montré pour ce type d'équation? Alors, dans le cas linéaire, comme la structure de base est simple ou très simple, on va montrer assez facilement qu'on a convergence vers un état stationnaire. Et là où ça devient plus intéressant, c'est justement dans le cas non linéaire, lorsque les interconnexions sont assez fortes. Et là, l'avantage d'avoir un modèle de base qui est assez simple, c'est qu'on va pouvoir vraiment scruter, en tout cas dans certains cas assez finement, ce qui se passe dans le cas linéaire et même montrer des solutions explicites périodiques ou des solutions explicites, on peut même, dans certains cas particuliers, dans des solutions chaotiques. Et donc là, j'ai juste mis un petit exemple
où là, c'est l'activité de neurone X pour du temps T, où on a des solutions explicites, par exemple, qui envoient une grande décharge de neurones, suivie d'une nouvelle activité, une petite décharge, une grande décharge. Et en fait, en fonction des hypothèses qu'on peut faire, on peut vraiment avoir une variété très importante de solutions périodiques. Les autres types de questions auxquelles on s'est intéressé, c'est en particulier l'impact du délai dans l'apparition de solutions périodiques. Donc en particulier lorsque le réseau est inhibiteur, c'est-à-dire que l'activité va avoir tendance à baisser, les neurones qui déchargent vont avoir tendance à faire baisser l'activité du réseau. Et quand on met du délai, donc un peu paradoxalement ou pas paradoxalement, je ne sais pas, on peut obtenir éventuellement des solutions périodiques. Et donc là, j'ai juste montré un petit film d'un petit film qu'on a fait. Voilà. Non, alors ça marche pas, il faut que je mette en grand. Ça, présentation. Bon, je laisse comme ça. Voilà. Alors là, ici, donc ce que j'ai fait, les solutions périodiques, c'était avec le formalisme de fréquence de décharge. Donc là, c'est un formalisme avec le potentiel de membrane. Ici, l'abscisse représente le potentiel de membrane. Ici, c'est VF au moment où les neurones vont décharger. Voilà. Et on observe que dans le cas très inhibiteur avec délai, on va avoir une solution, en fait, c'est assez amusant, qui est une sorte d'onde, un certain nombre gaussienne, mais bien sûr, c'est pas l'onde gaussienne, qui va se propager comme ça de gauche à droite. Et on s'était intéressé à faire un travail théorique, justement, où on essayait de décrire un petit peu cette solution et comment se faisait la vitesse de gauche à droite, comme ça. Alors, voilà. Et enfin, donc pour ceux, parce que souvent les blocs apparaissent dans de nombreuses équations, dans le type d'équation qu'on a étudié ici, en tout cas pour le cas du modèle de Fokker-Planck, on a des phénomènes de blow-up et il y a tout un travail qui a consisté à essayer de construire une notion, déjà de comprendre le blow-up et de construire une notion de solution après blow-up. Et il y a même encore pas mal de problèmes ouverts autour de ça pour bien décrire ce qui pourrait se passer après le blow-up. Alors, donc maintenant, si je reviens au modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, donc là, on prend un formalisme où on va essayer d'inclure du bruit dans certaines variables et pas dans d'autres. Donc, ça peut être, donc typiquement, on est dans un modèle où on a un potentiel de membrane et une conductance. Et on va être dans un cas où soit on va choisir de mettre du bruit dans le potentiel de membrane et pas la conductance, soit l'inverse, on va mettre du bruit dans la conductance et pas dans le potentiel de membrane. Donc avec ça, on va obtenir deux classes d'équations avec diffusion partielle qui vont chacune à sa structure type. C'est pas la même structure. Et essentiellement, donc, qu'est-ce qu'on obtient dans les modèles avec le neurone? C'est avec un modèle avec un terme de drift linéaire dans certaines variables et un terme de diffusion dans d'autres variables. Et ce qui va changer, voilà, après il y a les termes de bord qui peuvent changer. Et donc ici, l'état de l'art est beaucoup moins important que dans les autres classes d'équations. Donc essentiellement, il y a eu de récents progrès en 2024 où on s'est montré que dans le cas linéaire, avec un drift particulier qui est linéaire, on a convergence vers un état stationnaire exponentiel. Donc c'est un travail de Gafonte et Stéphane Michler pour la partie EDP, et il y a Xuandu, Zenandu, ses collaborateurs, qui ont montré le même résultat mais avec des outils probabilistes. Et avec Dieu aussi, on a montré un résultat où c'est un même type d'équation. On a montré aussi un stationnaire. Alors, dans le cas non linéaire, on a l'obtention de certaines propriétés qualitatives qui ont été montrées, mais ce sont des propriétés qui sont beaucoup moins raffinées que ce qu'on a fait dans les autres équations. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour bien comprendre ce qui se passe dans le cas linéaire. Et donc, la question auquel on s'est intéressé avec Xuandu et Didier a été de comprendre, donc on prend un modèle de ce type-là linéaire, mais au lieu de prendre un drift qui est linéaire, on va essayer de prendre un drift le plus général possible et voir est-ce que on peut dire quelque chose. Est-ce qu'on peut établir une théorie générale sur ce type d'équation? Oui. Mon inconnu, c'est quoi exactement? C'est le potentiel électrique Oui. en un point le long d'un neurone donné? Non. En fait, on est sur des réseaux de neurones, donc on regarde les densités de probabilité, la probabilité de trouver un neurone au temps T avec un potentiel de membrane V et une conductance G. D'accord. Voilà. Donc, oui, mais je suis pas rentrée vraiment dans les détails de modèles, parce qu'à chaque fois, ça passe des modèles différents en fonction des hypothèses. Ça, j'ai fait pas exactement quelle était leur
Voilà, mais je vais y arriver après. Je vais montrer la forme typique d'un modèle, qu'on a associé à ça. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, en fait. Alors oui, alors avant de. Il y a encore un petit slide avant de présenter l'équation, mais voilà, je vais y arriver. Alors, donc, mais ici, donc l'objectif, c'est déjà dans le cas linéaire, est-ce qu'on arrive à montrer la convergence exponentielle vers un état stationnaire? Et donc, comment marche la preuve? La preuve utilise une méthode, ce qu'on appelle une méthode de type Debye. Donc, je pense qu'il y a 5-6 ans, les UDPistes ne connaissaient pas trop. Peut-être que maintenant, beaucoup de gens commencent à connaître. Mais donc, je vais vous expliquer en quoi consiste cette méthode. Elle est très simple à comprendre dans sa version la plus simple, la version maintenant. Et après, donc ça, une fois que voilà, j'aurai expliqué ça, je vais vous expliquer en fait nous ce qu'on veut faire par rapport à ça. En fait, c'est assez simple. Alors donc, je vais présenter la méthode de Dublin dans sa version la plus simple pour ceux qui ne connaissent pas. Alors juste une petite historique, hein, donc c'est Wolfgang Dublin, qui n'a malheureusement pas vécu très longtemps. Donc il a fait des travaux en mathématiques, mais d'urgence, il a soumis à l'Académie des sciences ses travaux en 1940, qui n'ont été redécouverts qu'en 2000. C'est la demande de sa famille, parce qu'elle était, voilà, s'était restée, voilà. Et donc, un de ses travaux les plus dominants a été justement de faire du développement du calcul statistique et de façon indépendante, plutôt à retrouver, en fait, on trouve un petit peu le même type de résultat. Et nous, ce qui va nous intéresser, hein, c'est pas ce calcul stochastique, c'est donc les applications de type Dublin-Harris, qui ont été notamment étudiées par ces moteurs ici. Alors, en quoi consiste la méthode? Donc, on se place dans un cadre abstrait. Alors, S de T, alors ça marche que dans le cas linéaire. Hein. Dans le cas non linéaire, ça marche pas. On se donne un semi-groupe linéaire qui conserve la masse, donc c'est exactement le cas d'une densité de probabilité, donc on est content, qui conserve la positivité, hein, voilà, c'est le cas aussi d'une densité de probabilité. Et on va supposer, donc c'est là où la condition est forte, on va supposer qu'il existe un temps T0, un alpha strictement plus petit que 1, et une fonction nu. Alors, nu appartient à P, je dis c'est l'espace des probabilités, mais on peut voir ça comme les fonctions dans L1 d'intégrale 1 est positive, telles que, pour toute donnée initiale dans cet espace, la solution va être au-dessus de alpha nu. Donc, si je vais faire un petit dessin. Donc, il faut que j'arrête le partage là, hop là. Donc, faire juste un petit dessin pour illustrer. Donc, par exemple, vous pouvez vous placer sur R, vous regardez un opérateur SDT, ce qui va dans L1 de R, voilà, linéaire. Et puis, bon, je vais faire plus même. Voilà. Si vous arrivez à montrer qu'il existe un temps T, alors vous prenez n'importe quelle donnée initiale, donc la seule chose qui est importante, c'est qu'elle soit positive et de masse 1. Si vous arrivez à montrer qu'il existe un temps T0 tel que une fonction nu, alors ça j'appelle alpha nu, tel que votre solution, vous ne savez pas où elle est, mais vous savez qu'elle est au-dessus de celle-là, donc ça c'est pour T0, eh bien, vous avez une convergence. Il existe un unique état stationnaire, donc ça c'est la première chose. Et vous avez convergence exponentielle vers cet unique état stationnaire dans L1. Et en fait, la réciproque est vraie. Si jamais vous savez que vous avez ça, alors vous savez que vous allez pouvoir construire une fonction nu telle que ça va être vrai. Oui. Ça, c'est restrictif pour les opérateurs que vous voyez apparaître dans vos équations en neurosciences? Alors, oui et non, parce qu'en fait, la condition 1, elle est vérifiée. Le problème, c'est plus la condition 2. En fait, ici, je l'ai mis dans sa version la plus simple. En général, surtout quand on considère des domaines qui ne sont pas bornés, ça ne va pas être vrai si la donnée initiale est trop loin. Mais dans ce cas, en fait, ce type de méthode va marcher, mais il faut raffiner un petit peu l'épreuve. Mais voilà, là, je le présente dans sa version la plus simple. De toute façon, après notre modèle G, on prend sur 0,1 justement pour éviter ce problème-là. Voilà. Mais sinon, ça, c'est Dublin de base. Et si jamais vous avez des problèmes à l'infini, il faut utiliser Dublin-Harris. On va faire varier le zéro en fonction de la solution? Non, bah non, justement. Bah non, parce que si vous faites varier le T0 en fonction de la donnée initiale, le 2 n'a plus de force, on va dire, plus contraignant. Voilà, ce qui rend la chose contraignante, c'est que le T0 et le nu est indépendant de la donnée initiale. Alors, je vais pas faire toute la preuve, mais je vais faire un petit bout de preuve parce que c'est tellement simple que je vais le faire.
Pour ceux qui n'ont jamais vu, comme ça, vous allez voir pourquoi en fait cette estimation-là est vraie. Je vais passer. Alors, donc ce qui va faire marcher les choses, hein, c'est qu'on va montrer que S de T0 qui va de fait dans fait est contractant. Et une fois qu'on a ça, après, ça va pas être difficile de montrer qu'on a le résultat. Donc, comment est-ce qu'on montre ça? Donc, c'est tout simple. Hein, on va prendre deux données initiales. Je vais appeler N0 et N1. Et je sais que l'intégrale de N0 moins N1, c'est 0. Hein. Et N0 moins N1, je vais le décomposer en mu plus moins mu moins, où mu plus c'est la partie positive de N0 moins N1 et mu moins la partie négative. Et donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit en particulier que l'intégrale de mu plus égale à l'intégrale de mu 1 est égale à 1 demi de l'intégrale de N0 moins N1. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je dis? Je vais dire que S de T0 de N0 moins N1, c'est pareil que S de T0 de mu plus moins mu moins. Ensuite, j'utilise que c'est linéaire. Donc, c'est M de T0 de mu plus. Et là, je vais utiliser le fait que j'ai ma condition un peu forte, hein, qui est alpha nu. Hein. Alpha. Donc, ça, je vais l'appeler M. Voilà. Je vais mettre moins alpha nu M sur 2 plus alpha nu M sur 2. Là, j'enlève et je rajoute quelque chose. Et là, du coup, moins S de T0 mu moins. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça et ça, c'est de signe constant. Ce qui veut dire que quand je mets les valeurs absolues, en fait, ici, je n'ai pas besoin de mettre les valeurs absolues là et là. Donc, ça me dit que l'intégrale de f de t0 de m0 moins 1, c'est plus petit que... Alors, j'utilise la conservation de la masse. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre des valeurs absolues parce que c'est positif. Là. Bon, là, ça va être négatif. Je vais mettre plus petit ou égal à... comme j'ai conservation de la masse, ça va me faire m sur 2 facteur de 1 moins alpha. Et là, la même chose, plus m sur 2, facteur de 1 moins alpha, est plus petit que m, facteur de 1 moins alpha, mais m, c'est l'intégrale de n0 moins 1. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment tout simple. Puis après, bon, le reste, c'est pas très compliqué de montrer pourquoi c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, avec ça en tête, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir... Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est on n'a pas besoin d'informations de régularité sur la solution pour avoir l'estimation. Ce qui tombe bien, puisque nous, on a des diffusions partielles et donc, a priori, on n'a pas d'effet régularisant. Mais en revanche, il va falloir qu'on essaie de montrer que la solution va suffisamment s'étaler dans l'espace et uniformément par rapport à la donnée initiale. Alors, oui, donc ça, je vais le passer parce que... Voilà, c'était un exemple très simple de modèle issu de neurosciences. On peut appeler Dublin, on peut appliquer Dublin, mais je vais le passer pour directement aller sur le modèle simplifié qu'on a regardé. Alors, je vais éteindre. Le modèle joué associé à notre équation. Donc ici, on suppose que, bon, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais si on veut se ramener aux neurosciences, on a deux variables, donc x et y, où x va représenter la conductance et y le potentiel de membrane. Donc on suppose ici que x est dans 0,1, donc pour éviter justement le domaine infini, avec conditions au bord périodique, et y est dans 0,1 aussi, avec des conditions de telle sorte qu'on ait conservation de la masse. C'est-à-dire qu'il va falloir que v de x1 pi de cx1 soit égal à v de rho de tx0. Voilà. Et la question qu'on se pose, donc le domaine c'est ça, 0,1 carré. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est vrai que, quel va exister un temps t0 plus 0, tel que, quelle que soit ma donnée initiale dans P, je vais savoir que ma solution va être partout plus grande ou égale à une constante C donnée, strictement plus grande que 0. De type T0, c'est plus grand que 0, parce que de C, c'est Y, est supérieur ou égal à C, sur tout le domaine. Voilà. Alors, donc on peut faire quelques remarques simples. Si V dépend uniquement de X, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que si V est constant, on a de la diffusion en X, mais en Y, en fait, tout le monde va bouger à la même vitesse. Donc, on va se retrouver dans un cas où, si on prend par exemple une masse de Dirac ici, on va s'étaler, mais là, on va se transporter comme ça. Donc, on va avoir quelque chose qui tourne et on ne va jamais avoir que la solution va s'étaler partout dans l'espace, en fait. Ce n'est pas vrai. Et la conjecture qu'on peut poser, et ça, on ne sait pas le faire, alors
Ça paraît tout simple, mais on ne sait pas le faire. Si V, par exemple, est uniquement dans R infini, et V non constant, on conjecture, donc là, a priori, ça va se mélanger, on conjecture que ça, c'est vrai, mais on ne sait pas le faire. Je vais expliquer ce qu'on arrive à faire, mais ça, dans toute sa généralité, on ne sait pas le faire. Si V dépend de X et de Y, là, c'est un petit peu plus constant, c'est un petit peu plus compliqué, parce que même si V est non constant, la solution ne va pas forcément s'étaler partout dans l'espace, de façon évidente. Parce que là, on peut être dans une situation, on va avoir par exemple ici le V qui va aller comme ça, une zone ici de V qui va aller comme ça. Donc là, on ne va jamais dépasser, rentrer là-dedans, là, on ne va jamais rentrer là-dedans, et on voit bien que ça ne va pas marcher. Alors, lorsque V est régulier, on s'attend à des phénomènes régularisants et que ça marche bien, mais en revanche, lorsque V est non régulier, on n'a en particulier pas de conditions de Hofbauer, pas d'effet régularisant, et voilà, donc c'est plus la question à laquelle on s'est intéressé avec une collaborateur. Voilà, alors juste une remarque, parce que je pense que des gens, notamment dans les équations d'algèbre, font peut-être vu ce genre de structure ici avec un V de X. Donc il y a pas mal de travaux qui ont été faits où ici il y a un paramètre nu avec un V régulier, essayer de comprendre à la limite nu tend vers 0 comment en fait la solution s'étale. Et donc ça, c'est des travaux d'Isabelle Gallagher, Thierry Gallet, c'est leur collaborateur, donc Guy Vaille, donc on s'est pas mal inspiré dans une partie de nos travaux. Et voilà. Alors. Donc, nous, pour simplifier encore les choses, oui. Tu as plus des Y, tu as moins des XX. Ouais. Et un signe aussi sur V ou pas? Non. Il n'y a pas de signe. Non. Non, c'est périodique là. Enfin, non, il n'y a pas de signe. Mmh. Et voilà, donc nous, on a supposé dans un premier temps que V dépendait uniquement de X. Et donc, ici, ça donne des conditions périodiques à la fois en X et en Y, puisqu'on n'a plus V de XY. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut obtenir des estimations de V? Et donc, le résultat qu'on a obtenu, là, et donc, ce sont des conditions locales sur V. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de conditions globales sur V pour que la solution s'étale, mais uniquement des conditions locales. Donc, soit V a deux plateaux, donc ça veut dire que si je dessine V sur 0,1, il y a un endroit, il va avoir un plateau, puis ailleurs, V peut faire ce qu'il veut. Et dans ce cas, on va savoir, on va savoir qu'on a ça. Donc, en particulier, la solution, elle va être plus grande que 1 moins quelque chose qui tend vers 0 exponentiellement, qui peut être peu régulier, mais en tout cas, la norme U va être super égale à... Le deuxième cas, où on sait faire marcher les choses, alors là, j'ai un peu simplifié les hypothèses. En fait, la vraie hypothèse, elle est ici. Mais en gros, on va dire si V est dans W11 et V' plus grande qu'une constante sur un tout petit morceau, un tout petit intervalle, alors cette estimation va encore être vraie. Alors, pour la preuve, en fait, la preuve, elle est très différente dans ce cas-là et dans ce cas ici. Donc, dans le cas qui est ici, je ne vais pas la détailler, je vais juste donner l'idée de la preuve. Si V est dans W1 et V' plus grande que alpha, on va passer en Fourier en Y dans cette équation. Et donc, on a une infinité d'équations paramétrées par K. Pour chaque équation, on va étudier la résolvante. On va se localiser, en fait, on va étudier la résolvante grâce à ça. Ensuite, on va utiliser un effet régularisant de chaque fois de l'équation de la chaleur qui va nous permettre d'aboutir au résultat. Et lorsque V a deux plateaux, là, la preuve est complètement autocontenue. Et vous allez voir, en fait, elle utilise des arguments très simples. Et c'est la preuve que je vais faire au tableau. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, donc l'avantage dans le cas où V est à deux plateaux, c'est que la preuve est totalement autocontenue. Je trouve qu'elle est assez amusante, donc je vais la faire. Alors, donc ici, pour simplifier, je vais supposer que V peut prendre deux valeurs. Je vais pas faire... Alors, si c'est local, c'est la preuve exactement. Mais pour simplifier, je vais supposer que V vaut 0 ici et que V vaut 1 ici. Et je suis allée un petit peu trop vite. Il faut que je dise quelque chose avant de commencer la preuve. Excusez-moi. Je recommence. Je suis allée un peu trop vite, j'ai oublié de donner les propriétés de base de l'équation. Voilà. Alors, donc les propriétés de base de l'équation. Donc, on a évidemment U égale 1 qui est un état stationnaire évident. Et ce qui est aussi très confortable, c'est lorsque l'on intègre en Y, on voit que la solution vérifie l'équation de la chaleur avec un terme périodique. Et donc ça, on connaît explicitement la solution de cette équation.
Donc, comme je l'ai dit, V constant, on ne converge pas, sauf si au départ, on est l'état stationnaire lui-même. Enfin, on ne converge pas vers l'état stationnaire, en tout cas. Et alors là, ce qui est justement l'hypothèse assez forte qu'on utilise par rapport au fait que V dépend que de X, contrairement au fait que V peut dépendre de X et de Y, c'est quand V dépend que de X, on a une invariance par translation. C'est-à-dire que si on regarde la solution avec une donnée initiale qui est ici, c'est égal à la solution avec la donnée initiale pris au point Y plus alpha pour tout alpha appartenant à R. Et donc ça, on s'en servira assez fortement dans la preuve. Et donc comme je vous l'ai expliqué tout de suite, hein, on n'a pas d'effet régularisant pour ce type d'équation. Alors, donc, je vais arrêter le partage et maintenant je vais revenir à l'équation. Donc là, je vais mettre, voilà, on va mettre sur 0,5, 1,1. Et puis je vais appeler cet intervalle-là I1 et cet intervalle-là I2. Alors, pourquoi déjà on n'a pas d'effet régularisant? Donc ça, c'est assez simple. C'est parce que, donc admettons qu'on a une donnée initiale qui est ici. Eh bien, ma solution S de T fois ma masse de Dirac, en XY, elle sera toujours plus grande ou égale à mon opérateur avec condition de Dirichlet sur I1, autant T, appliqué à la masse de Dirac en XY. Où l'opérateur de Dirichlet, c'est dtu moins dx carré u égale 0, égale 0 sur I1. D'accord? Et donc ça, qu'est-ce que c'est si j'applique ça? Vous allez voir qu'en X, vous allez vous régulariser, mais qu'en Y, vous allez toujours avoir une masse de Dirac. D'accord? Donc ça, c'est... Et là, c'est pareil. Le seul point un peu critique, c'est si on prend une donnée initiale qui est à la frontière. Donc là, on aura un peu plus d'effet régularisant, mais ce ne sera pas non plus voilà, extraordinaire. Voilà, donc maintenant, comment est-ce qu'on fait la preuve? Donc, vous allez voir, c'est juste un jeu de sous-solutions et puis essentiellement de sous-solutions, en fait. Donc, je prends une masse de Dirac au hasard. Et ce que je vais essayer de montrer, qu'il existe un temps T0, tel que partout sur une bande ici, on va appeler cet intervalle identique, par exemple, partout sur une bande ici, ma solution va être plus grande que C. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir conclure qu'elle est plus grande que C partout après. Je vous expliquerai après, mais c'est pas très, très compliqué. Donc, je prends une masse de Dirac ici. Donc, la première chose que je vais dire, donc je ne sais pas dire grand-chose, mais je sais que si j'intègre en Y, puis solution de l'équation de la chaleur. Donc, ça veut dire ici que si je prends un I de tilde qui est là, qui est l'intervalle ici, eh bien, je vais savoir qu'il existe un temps T0, indépendamment de ma donnée initiale, telle que si je note M0 de Y est égal à l'intégrale sur I de tilde de S de T0 0 de X, eh bien, tel que je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de M0 de Y qui va être supérieur ou égal à C, indépendamment de ma donnée initiale. D'accord? Parce que je solutionne l'équation de la chaleur. Voilà, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, une fois que je sais que j'ai de la masse ici, je vais dire, bon, j'ai suffisamment de masse à l'intérieur, donc au lieu de regarder directement la solution, je vais la comparer à la solution que je sais écrire explicitement, qui est la solution ici avec une condition au bord de Dirichlet ici, que je vais appeler SD2. Hein. Donc SD2, ça va être solution de dtu moins dx carré u plus dy u égale 0. Et puis la condition au bord u égale 0, le bord de I2. Si je fais ça, je vais savoir que je vais avoir S de t plus t0 de ma donnée initiale, ce sera toujours plus grand ou égal à ma solution avec condition de Dirichlet de 2 de t de L de t0 0. Mais maintenant, comme j'ai une solution explicite de ça, je vais savoir que pour t qui va être dans 1 ou 2 par exemple, ça va être plus ou égal à une constante fois mon M0 de Y moins T. D'accord? Parce que j'ai un effet régularisant avec l'équation de la chaleur. Je vais savoir que voilà, M0 de Y, c'est une fois que j'ai intégré sur I de tilde,
Voilà. Et après, je vais y noter. Alors, j'ai 1 ici, c'est x qui appartient à 2. Voilà. Ok. Alors, donc ça, c'est la première étape. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais essayer de transvaser la masse que j'ai obtenue ici de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais dire, maintenant, ça, si j'applique S, au bout d'un moment, je vais avoir suffisamment de masse qui va être ici. Et donc, en particulier, si je regarde cette quantité-là, et que je l'intègre en Y, donc si je regarde l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale sur X appartenant à 2 tilde de M0 de Y moins T de Y, ça va être toujours plus grand ou égal à une constante C. C'est pas forcément la même qu'ici, mais ce sera plus grand qu'une constante C plus grand que 0. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais regarder comment se translase la masse par rapport à ici grâce à l'équation de la chaleur quand j'intègre en Y. Et je vais trouver que, continue, S. Alors, on va mettre T plus 1. Voilà, T plus 1 plus T0 plus 0. Alors, ce sera toujours plus grand que S de 1 de C fois M0 de Y moins T 1 X à partir d'un pic de tilde. Et c'est là que j'utilise mon invariance par translation. Ça, c'est pareil que si je considérais cette donnée initiale prise au point X, Y moins T. C'est la même chose. Et ça, comme la masse totale de ça est plus grande qu'une constante C, je vais savoir qu'au temps 1, je vais avoir, quitte à intégrer en Y, je vais avoir de la masse ici. Donc, je vais savoir, donc si je pose un de Y maintenant, est égal à S de 1 de M0, 1, X, qui appartient à I de tilde, je vais savoir, l'autre je l'appelle 0, je vais savoir que l'intégrale de 0 à 1 de un de Y dy est plus grande qu'une constante C. D'accord? Non, alors. Non, je me suis trompée. Non, c'est pas du tout ça, je raconte n'importe quoi. J'ai oublié, excusez-moi, là j'ai 1 sur X appartient. Enfin, c'est vrai, mais ce qui compte, c'est dire que j'ai de la masse qui arrive ici. Voilà, c'est que si je restreins à ça, j'ai l'intégrale. Enfin, l'autre, c'était vrai aussi, mais ce qui est important, c'est que vous verrez ça. Sinon, c'est pas vrai. Voilà, j'ai M1 de Y. Et là, j'ai oublié d'intégrer en X. X, j'ai l'intégrale de M1 de Y dy, qui est plus grand qu'une constante C. Voilà, je suis en train de dire que si j'applique ça au temps 1, je vais avoir de la masse qui se déplace ici. Et comme quitte à intégrer en Y, c'est l'équation de la chaleur, eh bien, sur cette zone-là, quitte à intégrer en Y, c'est plus grand que C. Et puis, je continue, en fait, que je fais ici. Donc, j'aurais dû le M1 de Y, je vais le mettre... je vais être voilà. Donc, si j'efface ici, donc je continue mon raisonnement, je vais obtenir que je vais avoir S. Donc, cette fois, je continue encore, donc de sigma plus T plus 1 plus T0. Bon, T0, j'aurais pu l'appeler 1. De 0. Ça, c'est toujours plus grand ou égal. Alors, maintenant que je sais que j'ai de la masse ici, je vais faire la même chose. Je vais dire que la solution ici, elle va être toujours plus grande que la solution avec la condition que j'ai récrée au bord ici. Donc là, je vais mettre S V1 de sigma appliqué à, je vais avoir M1, fois une constante C, fois S de M0 ainsi X appartient au de tilde au point X augmenté. Et là, donc comme je suis solution de l'équation de la chaleur, là, voilà, je vais savoir que pour sigma, par exemple, qui appartient, alors il faut que je le prenne pour que ça marche, à, on va dire 3,5 par exemple, je vais avoir que S de sigma plus T plus 1 plus T0 appliqué à U0 qui va être plus grand qu'une constante C. Alors à chaque fois, ce n'est pas forcément la même constante. Et là, je vais avoir un M1 de Y moins T 1 si X appartient à I infini. D'accord. Et là, je suis contente parce que vous voyez, grâce à mon invariance par translation,
Là, j'ai un y moins t. Et donc, si j'intègre en temps, en fait, c'est comme si j'intégrais en y. Donc ça, c'est assez confortable. Alors, le seul problème, c'est qu'ici aussi, ça dépend du temps t. Mais c'est pas un problème parce que sigma, je peux le prendre comme je veux dans 3, 5. Donc, si je prends, par exemple, sigma égale 5 moins t, j'ai le droit, ça reste dans 3, 5. Je vais me retrouver avec sigma et 5 moins t, je vais me retrouver avec ça. Et après, du coup, à gauche, j'ai plus de dépendance en t. À droite, j'ai une dépendance en t comme ça. Et donc, si j'intègre entre 0 et 1 ici, dt, là, il ne va rien se passer. Et là, si j'intègre entre 0 et 1 dt, comme l'intégrale de M1, la masse totale ici, est plus grande qu'une constante c, ça va lui-même être plus grand que c fois 1 sur x qui appartient à I1 tilde. Donc, j'ai bien montré que ici, ponctuellement maintenant, je sais que ma solution elle va être plus grande qu'une constante sur cette petite bande-là. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on a montré, là, c'est avec ça. Donc, vous voyez qu'il n'y a il y a aucune mathématique compliquée, c'est juste savoir comment passer de l'un à l'autre, transvaser, utiliser judicieusement l'invariance par translation, des sous-solutions explicites, et on arrive à montrer le résultat. Alors, une fois qu'on sait que notre solution est plus grande que C sur un intervalle, indépendamment de Y, comme ma donnée initiale ici, donc ma solution est plus grande qu'une solution qui dépend que de X. Et une fois que j'ai une donnée initiale qui dépend que de X, bah, la solution, elle dépend tout le temps que de X. Donc, je suis solution de l'équation de la chaleur. Donc, une fois que j'ai ça, je sais que je vais me diffuser partout. Donc, ça va être plus grand qu'une constante sur un carré. Et après, pour obtenir le 1 moins C exponentielle moins T, ou alpha T, on va réitérer pour aboutir au résultat. Alors, je vais refaire le partage. Donc ici, voilà, donc ici j'ai juste fait... Ah mince, je vais éteindre. Voilà, ici j'ai juste fait le récapitulatif de la preuve. Donc on dit que indépendamment de la donnée initiale, pour un certain temps t, on va avoir de la masse. Donc je vais séparer à gauche, à droite, à droite. Ensuite, grâce à ça, on construit une sous-solution. Une fois avec cette sous-solution, on va montrer il y a une translation y-c qui apparaît. On va montrer qu'on a de la masse ici. Et après, on va réutiliser une sous-solution ici pour avoir notre solution explicite. Voilà. Alors, je vais passer, donc là, oui, c'était des slides supplémentaires au cas où, mais je vais les passer. Donc, en conclusion, alors là, j'ai fait une conclusion plus sur le problème que le dernier problème que je vous ai montré. Donc, on a des premières réponses si V dépend uniquement de X, mais on ne sait pas, encore une fois, la conjecture V dans l'infini et V non constant, on ne sait pas le faire dans toute sa globalité, ou pour des drifts très spécifiques. Donc les conditions générales sont encore ouvertes. Donc dans certains cas, où V dépend de X, mais surtout quand V dépend de X et de Y, ça devient un peu plus compliqué. Et l'étape d'après, ce sera de regarder le cas des fortes non-linéarités qui restent encore difficiles à traiter. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu as connaissance de travaux sur le comportement en temps long des réseaux de neurones en prenant en compte le réseau? C'est-à-dire que la connexion n'est pas homogène parmi les neurones. Oui, en fait, oui. Je voulais, oui, il y a plein, il y a plein de travaux différents. Alors, il y a des travaux où les connexions sont pas homogènes. On regarde des champs neuronaux avec des équations intégro-différentielles. Donc, il y a tous les travaux autour de Gregory Fay, Kilpatrick, enfin, avec tout ce qui tourne autour des modèles d'Amari. Après, dans des modèles plus compliqués, il y a aussi toute l'école des probabilistes qui regardent ça avec par exemple, des processus de Hawkes avec des interconnexions qui sont inhomogènes. Donc, il y a beaucoup de travaux autour de ça. Mais ici, comme on s'est concentré sur les EDP sans espace, je ne me suis pas trop attardée là-dessus, mais bien sûr, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est ça. Oui. Et on observe des phénomènes collectifs différents. Bah, c'est surtout qu'on a une plus grande richesse, c'est que là, en fait, il y a pas, on peut observer des dynamiques de synchronisation, mais on sait pas, ou enfin, ou en tout cas, on suppose qu'elles ont lieu de façon homogène partout. Alors qu'à partir du moment où on met l'espace, on va pouvoir dire, bah, à tel endroit, il va y avoir des connexions, une activité et pas l'autre. D'où l'exemple que j'ai donné au départ avec la propagation d'ondes, où on voit bien comment ça se propage dans le cerveau. Ici, il n'y a pas de notion de propagation d'un endroit à l'autre, en fait. Donc, évidemment, bien sûr, si on met de l'espace, on va commencer à avoir des patterns avec spatiaux qui vont dépendre de l'espace.
qu'on ne voit pas ici, qu'on ne peut pas voir ici. Mais en contrepartie, on ne peut pas formuler ça avec des EDP. Enfin, si, ou des EDP couplés entre elles, intégraux différentiels, mais pas juste une ou deux EDP couplés. Voilà, il faut rajouter un paramètre et voilà, et regarder les interconnexions, comment ça se passe. Ce qui est aussi des problèmes aussi qu'on regarde, mais moins. Dans la propre que tu as présenté à la fin, les hypothèses que tu mettais sur V, elles te servent à quel endroit exactement? C'est pour avoir des solutions explicites? Oui, alors, non, elles servent à deux. Alors, elles servent ici, oui, c'est essentiellement pour avoir des sous-solutions explicites. En fait, dès qu'on sort de ce cadre-là, on n'a pas de sous-solution. Et le fait qu'ici, on ait le plateau qui a une taille différente. Donc là, j'ai mis 1, 0. Donc ici, on a du Y moins T. Mais si c'était V1, alpha 1, alpha 2, on aurait du Y, alpha 1 moins alpha 2T, en fait. Et c'est ça en fait, la différence de plateau fait que on peut échanger l'intégrale en Y avec l'intégrale en temps. C'est-à-dire, on transpose la régularité avec le temps. C'est ça qui fait marcher les choses. Mais c'est vraiment, oui, ça marche vraiment parce qu'on a des sous-solutions explicites, en fait. Sinon, la preuve, c'est trop, ça ne marche pas. Non, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Sinon, merci encore.